c'est normal de commencer un quart d'heure après. On est dans les temps. Et donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir être chairwoman de cette session et d'introduire Antoine Maury qui va nous parler d'une nouvelle approche pour l'évaluation des méthodes de la profondeur avec des méthodes monoculaires et qui va utiliser de l'apprentissage profond. Voilà. Il vient de Rouen, c'est ça? C'est ça, Rouen. Rouen, dans la Normandie. Donc bonjour à tous, je suis Antoine Maury. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre article qui s'appelle, avec ce titre assez long, « Une nouvelle approche pour l'évaluation des méthodes monoculaires d'estimation de la profondeur basée sur l'apprentissage profond ». C'est assez simple. Et du coup, ce papier a été écrit par moi, Redouane Kemar, Rémi Bouteau, Benoît Decou, Jean-Yves Vertot et Adan Majid. Du coup, je suis doctorant au sein de l'IRSEM, le laboratoire situé en Normandie, à Rouen. Et je suis en test CIFRE en partenariat avec Segula Technologies. Hop, ça allait trop loin. Donc, dans cette présentation, je vais vous donner un premier aperçu des contextes et motivations qui ont motivé l'écriture de cet article. Je vais aussi vous présenter un état de l'art qui a été fait. Je vais ensuite vous présenter les méthodes d'estimation de la profondeur que nous avons choisi d'évaluer. Et enfin, je vais vous présenter nos nouveaux protocoles d'évaluation, nos résultats expérimentaux et enfin, je montrerai nos conclusions et nos travaux futurs, ce qu'on va faire de ces travaux en fait. Donc, au niveau du contexte et de la motivation, c'est assez simple en fait. Pour le véhicule autonome, en fait, il est très important de travailler au niveau de la perception de l'environnement, car par exemple, il va être nécessaire de localiser les obstacles potentiels afin d'éviter toutes sortes de collisions avec le véhicule. Et actuellement, on peut constater qu'il existe de nombreuses méthodes d'estimation de la profondeur basées sur des réseaux convolutionnels qui permettent d'utiliser des images monoculaires, uniques ou stéréoscopiques, pour obtenir une prédiction de profondeur dense sur la totalité de l'image. Et l'objectif, à terme, serait de remplacer des capteurs assez coûteux et encombrants comme le LiDAR par de simples caméras monoculaires. Cependant, en fait, l'un des premiers constats qu'on a fait, c'est que les algorithmes d'estimation de profondeur sont généralement évalués sur la totalité de l'image, c'est-à-dire de manière assez globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations sur la prédiction sur la précision de la prédiction de la distance selon la distance de l'objet, c'est-à-dire quelle est la précision si l'objet est à 70 mètres, 80 mètres, etc. Et aussi, plus généralement, on n'a pas d'informations sur la précision selon le type d'objet qui est détecté. Parce qu'on a des informations sur la totalité de l'image. Par exemple, on ne sait pas quelle est la précision sur une voiture, sur une moto, sur un piéton. Et ça, c'est des données importantes si on veut continuer à utiliser ce genre de méthode pour des applications cruciales de sécurité pour le véhicule autonome. Donc au niveau de l'état de l'art, on va utiliser les mêmes métriques qui sont utilisées pour toutes les évaluations d'estimation de profondeur. Donc c'est des métriques qu'on retrouve souvent en statistique, c'est-à-dire c'est l'erreur relative au carré, l'erreur quadratique moyenne, l'erreur quadratique moyenne logarithmique et le pourcentage de pixels non conformes. Donc, parmi les méthodes d'estimation de la profondeur que nous avons choisi d'évaluer, on en a sélectionné deux. La première s'appelle BTS, qui est une abréviation pour Big to Small, et qui est une méthode d'estimation monoculaire supervisée de la profondeur. Et comment BTS fonctionne, quelle est sa particularité? C'est qu'en fait, il existe des couches situées à des étapes intermédiaires du réseau, lors de la phase de décodage afin de retranscrire directement la carte de profondeur en résolution complète sans perte d'information, ou du moins en la réduisant. Et c'est aussi l'une des méthodes qui atteint le meilleur score de précision sur le benchmark de profondeur du dataset de Kitty. Du coup, Kitty qui est un dataset, une base de données routière très utilisée. Et aussi, on peut retrouver MonoDep 2, qui, elle, contrairement à BTS, peut être entraînée avec ou sans supervision. Du coup, là, c'est là son principal intérêt. Et avec
en mode auto-supervision, en fait, le problème de l'estimation de profondeur va être transformé en un problème de reconstruction d'image. C'est-à-dire qu'il va prendre des séquences d'images et il va utiliser cela comme supervision pour l'estimation de profondeur. Donc, voilà, du coup, comme ce que j'ai dit, à partir d'images monoculaires, il va utiliser des séquences d'images pour faire sa supervision. Sinon, il va utiliser des données stéréo, du coup, à partir d'une caméra stéréo, ou les deux, selon le mode. Donc, concernant nos nouveaux protocoles d'évaluation, donc tout d'abord, nous avons créé un nouveau protocole pour l'évaluation de l'objet. Donc, celui-ci va nous permettre d'évaluer la précision de l'estimation de profondeur sur des objets pertinents, donc par exemple des personnes, des voitures, des camions, etc., ce genre de choses. Et donc, on peut décomposer ce protocole en différentes étapes, assez simples. Donc, dans un premier temps, on fait tourner l'algorithme d'estimation de profondeur afin d'en obtenir la carte de disparité, que l'on va ensuite inverser pour obtenir une carte de profondeur qui n'est pas encore mise à l'échelle. Et ensuite, on va utiliser une mise à l'échelle avec la valeur médiane entre la carte de prédiction et la carte de vérité de terrain. On obtient un rapport, on multiplie ce rapport avec la carte de prédiction et on obtient vraiment la carte de profondeur ensuite. Puis ensuite, on va utiliser un détecteur d'objets qui s'appelle MaskRCNN. Donc, l'avantage de MaskRCNN par rapport à d'autres détecteurs d'objets, c'est qu'il va nous renvoyer le masque des objets directement. Et du coup, on va utiliser ces masques des objets pour segmenter directement à l'intérieur des cartes de profondeur les profondeurs qui nous intéressent, pour ensuite en faire l'évaluation sur chacune de ces valeurs segmentées. Donc, et après, on utilise les métriques que nous avions présentées pour chacune de ces classes. Et enfin, nous avons le protocole d'évaluation sur des plages de distance. Donc là, c'est assez simple, c'est juste on sélectionne des plages de distance de 10 mètres à chaque fois, donc du coup de 0 à 10 mètres, de 10 à 20, etc. jusqu'à 80 mètres. Et on va faire notre évaluation sur ces plages de profondeur. Donc, pour nos résultats expérimentaux, nous avons fait nos évaluations sur 2 datasets différents. Donc le premier est Kitty, que j'avais déjà présenté un petit peu. Du coup, c'est la base de référence généralement utilisée pour l'environnement routier avec un trafic réel. Les données sont calibrées et synchronisées et proviennent de plusieurs capteurs. Donc, on peut retrouver parmi ces capteurs une caméra RGB, un LiDAR, un système de navigation GPS IMU, et il y en a d'autres, je ne les ai pas tous mis. Et enfin, c'est le dataset de référence pour tout ce qui est estimation de profondeur, détection d'objets, flux optique, etc. pour le routier. Et enfin, il y a NewScenes, qui lui est un dataset un petit peu plus récent, qui est aussi un dataset routier, mais qui lui contient plus de 1000 scènes et qui, entre autres, ça représente à peu près 100 fois plus d'images que le dataset de Kitty. Et lui comprend environ 6 caméras, 5 radars et 1 lidar. Et l'avantage qu'il a par rapport à Kitty, c'est qu'il fait une détection à 360 degrés autour de véhicules. Donc, voilà. Donc, suite à notre évaluation, nous avons pu sortir ces résultats-là. Donc, en fait, là, tout de suite, ce qu'on peut constater, c'est qu'en gras, on a mis les chiffres qui correspondent à une meilleure précision. Du coup, RE, ça représente erreur relative, SRE, erreur relative au carré, RMSE, l'erreur quadratique moyenne, etc. Et du coup, on constate tout de suite que BTS, c'est une méthode bien plus précise que MonoDEF2, mais ça s'explique principalement par le fait qu'il arrive à reconstituer directement la carte de disparité à une résolution complète, et aussi ça s'explique par le fait que ce soit la méthode la plus précise sur Kitty. Et aussi, on peut constater que la précision au niveau de l'estimation de profondeur va se dégrader au fur et à mesure de la distance. C'était plus ou moins logique, mais cette fois, on l'a vraiment prouvé. Ça se dégrade au fur et à mesure. Et donc, voilà. Et puis aussi, nous avons fait l'évaluation, cette fois, sur différentes classes d'objets. Du coup, on peut constater que, par exemple, pour les personnes, c'est beaucoup plus compliqué d'estimer la profondeur précisément plutôt que sur, par exemple, une voiture, un camion ou même un deux roues. Donc cette fois-ci, c'est les résultats sur la base de données de NewScene. Donc
le premier constat qu'on peut faire, c'est que les erreurs sont un petit peu plus élevées que sur le dataset de Kitty, mais ça, ça peut s'expliquer en partie parce que le processus d'entraînement, c'est-à-dire que nous avons réentraîné ces deux méthodes sur NewScenes, n'est pas exactement la même que le processus d'entraînement qui avait été fait sur Kitty. Et donc, on peut encore une fois constater que généralement, les personnes sont les objets, les cibles étant les plus difficiles à détecter. Donc, comme je l'ai dit, on constate que BTS donne de bien meilleurs résultats en termes de précision que MonoDEP2, mais c'est fait à un coût au niveau du temps de calcul, parce que BTS est beaucoup plus lourd que MonoDEP2. Et aussi, on peut constater que la précision se détériore avec l'augmentation de la distance. Du coup, là, vous avez la courbe, vous pouvez constater que ça se détériore vraiment, en fait. Aux alentours de 30-40 mètres, on peut dire que la précision n'est pas trop détériorée selon la méthode, mais après, ça se détériore grandement. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que les erreurs de la prédiction pour les objets sont plus élevées que les erreurs pour l'ensemble de l'image. C'est-à-dire que sur l'ensemble de l'image. Du coup, en fait, par exemple, une personne, comme je l'avais dit, va être beaucoup plus difficile à localiser avec précision que les voitures, les vélos, etc., les camions. Mais aussi, de manière générale, lorsqu'on fait une évaluation sur l'image globale, on va avoir une erreur plus faible que lorsqu'on l'a fait sur des objets spécifiques. Donc ça peut s'expliquer en grande partie par le fait que l'apprentissage des différents objets, notamment pour la profondeur, est plus difficile parce que ces objets ont plus de variété, du coup l'algorithme aura plus de mal à les apprendre, mais aussi par le fait que l'environnement, c'est-à-dire les routes, peut-être les murs, etc., sont plus faciles à détecter parce qu'ils sont un petit peu moins variables. Et comme je l'avais dit, du coup, nous avons une erreur différente, un grand écart de précision au niveau du jeu de données NewScene et de Kitty, et ça s'explique principalement par des différences au cours de l'entraînement que nous avons effectué. Et aussi le fait que NewScene est une base de données beaucoup plus difficile pour l'apprentissage d'algorithmes deep learning, c'est-à-dire qu'il dispose de scènes dans un environnement pluvieux ou de nuit. Donc voilà. Donc, en conclusion, ce que nous avons présenté dans cet article, c'est un nouveau protocole d'évaluation de la profondeur qui est plus adapté pour la conduite autonome et une évaluation de deux méthodes de l'état de l'art pour l'estimation de profondeur que sont BTS et MonoDEP2. Et nous avons aussi montré que BTS, du coup, était plus précis que MonoDEP2 et que l'estimation de profondeur était significativement plus élevée que les erreurs sur l'image entière pour les deux méthodes. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça s'inscrit au niveau de ma thèse ? Du coup, ma thèse porte principalement sur la détection et la localisation d'objets pour un domaine routier ou ferroviaire des objets. Et du coup, en fait, ce protocole d'évaluation me servait principalement à pouvoir comparer ces méthodes d'estimation de profondeur pour voir si elles peuvent être utilisées pour la détection d'objets. Et on peut par exemple maintenant comparer ce genre de méthode avec des algorithmes dédiés, c'est-à-dire les algorithmes de détection 3D, qui eux sortent directement la position de l'objet et leur location directement en 3D. Et du coup, parmi ces travaux, la suite sera pour nous d'acquérir une nouvelle base de données. Du coup, on en a deux. Nous avons d'abord utilisé le jeu vidéo GTA V pour acquérir notre propre base de données, et ce, en masse, parce que du coup, la notation, qui est généralement un processus assez coûteux et lent à faire pour les bases de données, le jeu nous renvoie en fait directement les positions des objets. Du coup, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, on a les boîtes englobantes en 3D des objets. Mais on peut aussi retrouver par exemple l'identité de l'objet. Du coup, ça va nous permettre de faire du suivi d'objets selon les différentes séquences. Et nous avons aussi les cartes de profondeur. Là, je ne les ai pas montrées, mais voilà. Et du coup, pour le domaine routier, mais aussi ferroviaire. Et nous avons aussi commencé à faire l'acquisition de notre propre base de données sur Rouen et Le Havre,
en utilisant le véhicule autonome, enfin le véhicule tout équipé du laboratoire de l'IRSEM qui dispose d'un lidar, d'une caméra stéréo, etc. Et du coup, nous, notre objectif, c'est d'avoir à la fois des images provenant de voies ferrées que de routes. Et du coup, là, le dataset est déjà acquis. En fait, il ne manque plus qu'à faire la notation, ce qui est une partie assez compliquée. Donc, voici les références. Merci à vous. Si vous avez des questions. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Peut-être que tu l'as dit, mais juste pour noter, merci pour ta présentation. Mais pourquoi vous refaites un dataset si vous avez déjà le dataset Kitty ou il y a une annotation aussi? En fait, oui, j'ai oublié d'expliquer, effectivement. En fait, au niveau comme je l'ai dit, on travaille à la fois sur le routier et le ferroviaire. Le problème du ferroviaire, c'est qu'il n'y a pas de dataset ferroviaire. Du coup, c'est principalement pour pallier à ce souci-là. Et le fait que notre dataset réel soit à la fois routier et ferroviaire, le problème vient du fait qu'on ne peut pas faire purement ferroviaire parce que c'est très compliqué. Parce que je ne sais pas si tu as bien constaté, mais en fait, on est dans une voiture et on roule sur les rails du tram parce qu'on ne peut pas évidemment équiper un tramway ou quelque chose du genre. Avec un lidar, c'est beaucoup trop compliqué au niveau de la paperasse, etc. Du coup, c'est plus simple de prendre une voiture et de rouler sur les rails du tram. Et du coup, en fait, ça limite un petit peu au niveau des zones qu'on peut filmer. Et du coup, pour éviter de tourner en rond, on a aussi pris des données routières. Merci. Il y avait une autre question. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou quoi, tu l'as peut-être dit. Et au début, tu disais que sur les images, tu avais des informations sur la globalité. Oui. Tu n'avais pas forcément d'informations sur les personnages, mais tes vérités de terrain, c'est bien des profondeurs sur pixel par pixel. Oui, c'est ça, sur pixel par pixel. Mais si tu veux, l'évaluation est faite sur tous les pixels de cette image. Du coup, en fait, tu as une idée de la précision sur la totalité de l'image de profondeur, tu vois. Et pas spécifiquement pour telle classe d'objet. Moi j'avais deux questions. Du coup, juste quand l'erreur que vous calculez, c'est en absolu de la profondeur, une erreur de profondeur? Au niveau de l'erreur, en fait, on utilise les métriques que j'avais présentées avant. Je vais peut-être les remettre. Mais en fait, on fait l'erreur relative au carré, l'erreur quadratique, etc. Parce que pour la conduite autonome, qu'est-ce qui est le plus utile en quelque sorte? Eh ben, en fait, plus ou moins toutes, elles sont toutes importantes et il faut en négliger aucune. Mais moi, généralement, pour me donner une meilleure idée, j'utilise l'erreur relative parce que ça donne vraiment une meilleure idée. Et du coup, les bases de données que tu vas créer, elles seront mises à disposition Alors, la dernière, oui, dès qu'on aura réussi à la noter, parce que c'est très compliqué à noter, c'est pas juste une annotation 2D là qu'on a besoin de faire. C'est vu qu'on utilise un lidar et que nous maintenant on travaille principalement sur la détection 3D de l'objet, du coup on doit dessiner en 3D l'objet. Et il n'y a pas de logiciel d'annotation pour ça. Il faut qu'on le crée nous-mêmes et après qu'on annote nous-mêmes. Et donc il y a pas mal de travail à faire dessus avant que ce soit disponible. Après, celle de GTA, elle est déjà faite. Mais le problème, c'est qu'elle pèse 160 gigas et dès que je trouve le moyen de la mettre en ligne, je la mettrai en ligne. Et le process, en fait, parce que l'idée de prendre des jeux et s'en servir pour créer des vérités de terrain, c'est intéressant. C'est déjà fait par Intel, en fait. C'est Intel les premiers à avoir eu cette idée. D'ailleurs, ils travaillent encore plus dessus parce que récemment, ils ont sorti un article sur le transfert de style pour rendre photoréaliste les images provenant de GTA V. Et du coup, le potentiel, on s'est rendu compte du potentiel que ça va acquérir une telle base de données pourrait avoir. Parce que du coup, en utilisant, s'ils décident de publier leur code de transfert de style, on pourrait avoir une base photoréaliste. Parce qu'en fait, lors de nos travaux, nous avons créé des algos de détection 3D, que je ne vais pas exactement présenter ici, mais bon. Et en fait, nous avons constaté qu'en faisant un pré-entraînement sur cette base gigantesque de 140 000 images à peu près de GTA V, puis ensuite en faisant un transfer learning sur Kitty, on augmentait très clairement la précision. C'est-à-dire que pour les objets, maintenant, on tourne aux alentours de 5% d'erreurs relatives, comparé à 10-15% là actuellement. Ouais, je vais proposer au suivant qui est Jordan, qui va venir s'installer.
Voilà, il faut paralléliser un peu. Moi, j'avais une question par rapport à la méthode d'évaluation. Oui. Parce que j'ai vu que vous avez évalué sur plusieurs classes. Ouais. Et, on sait qu'en deep learning, notamment par rapport aux objets sur lesquels on va entraîner, on va avoir une erreur qui va être différente. Si un objet n'a jamais été vu ou si un Ouais. objet est rare à voir. Et notamment, j'avais vu, je sais pas si c'était CVPR l'année dernière, sur l'estimation de profondeur qui montrait une image avec un frigo au milieu de la route et qui n'était pas du tout estimée. Oui, oui, c'est l'un des gros problèmes qu'a les... Je me demandais s'il y avait peut-être, si vous avez regardé un peu sur des images, autres que des images de voiture, parce que souvent on entraîne uniquement sur qu'est-ce que ça pouvait donner. Enfin, comme tu l'as dit, ça va être catastrophique. Si l'algo il a jamais vu ça, il va prédire ça à l'infini. Et du coup, tu vas avoir des erreurs de l'ordre de 200% au niveau de l'erreur relative, tu vois. Parce que nous, on peut essayer sur des images naturelles en fait, d'estimation de profondeur et on avait vachement de mal à Ouais, c'est pour ça que maintenant, je m'oriente un petit peu moins vers ce genre d'algorithme, même s'ils ont toujours leur intérêt, parce que là, j'en ai présenté deux. MonoDev 2, qui du coup peut être entraîné sans supervision, ce qui peut être intéressant, tu vois. Mais aussi, en fait, il y avait une autre méthode qui s'appelle ManNet, je ne sais pas si tu connais. Bah, l'avantage, c'est qu'elle peut s'adapter, tu vois. Et faire l'adaptation en temps réel, en même temps de l'inférence. Du coup, ça peut peut-être pallier ce genre de soucis. Je vous propose de remercier Antoine encore une fois.